rentrer dans le sujet. Donc on va vous parler d'un jeu qui s'appelle Classcraft. Alors pour l'introduire, je me suis dit, je vais... Ah oui, si, j'ai oublié, pardon, je vais revenir là-dessus, parce que j'ai oublié de vous donner l'organisation en fait, de la soirée. On s'est dit, on va d'abord présenter le jeu, on va présenter la manière dont on l'utilise, et c'est Guillaume qui va principalement le faire. Ensuite, moi, je vais vous parler de la manière dont la recherche regarde ce jeu, hein, quel est le regard que la recherche porte sur ce jeu. Et puis, dans un troisième temps, on a prévu une partie plus atelier où il y aurait la prise en main, on pourrait essayer de faire des choses, regarder sur la plateforme de manière à ce que ça soit pratique, parce qu'on s'est dit que les discours c'est bien, mais les actes, ça peut être aussi intéressant. Donc je commence quand même par un discours avec une petite vidéo, juste pour vous raconter une histoire. Vous la connaissez peut-être, cette vidéo. Ça se passe à Stockholm. À Stockholm, on se rend compte qu'il y a un petit souci de santé publique. Les gens marchent de moins en moins, font peu d'efforts physiques. Et quand on leur donne le choix entre un escalier mécanique, où on n'a pas besoin de marcher, ils prennent l'escalier mécanique. Et puis l'escalier traditionnel, il n'a pas beaucoup de succès, alors qu'on aimerait que l'escalier traditionnel ait du succès, parce que faire marcher les gens, c'est prendre soin un petit peu de leur santé. Bon, il y a deux façons, pour résoudre le problème, c'est d'enlever l'escalier mécanique et puis d'obliger les gens. On est dans le pays du Nord, donc on est quand même un peu plus démocratique que ça. Et donc finalement, l'approche qui a été prise ici, c'était de dire on va transformer cet escalier en piano, on va le rendre ludique. Et du coup, l'idée, c'est d'amener les gens à faire quelque chose qu'ils ne feraient pas spontanément, qui est de prendre cet escalier qui demande des efforts, mais les efforts, ça vaut le coup de les faire, parce que quand on monte sur cet escalier, ça fait de la musique. Et quand même, c'est rigolo de faire de la musique, et du coup, finalement, on s'aperçoit qu'avec cette approche-là, on a la possibilité, finalement, de faire faire à des gens des choses qu'ils ne feraient pas spontanément. Alors on appelle ça la ludicisation. Enfin, moi j'appelle ça la ludicisation. On est quelques Indiens comme ça à utiliser ce terme. Vous avez très probablement plutôt entendu les termes de gamification ou ludification. En fait, la manière dont ces mots sont construits n'a guère de sens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai proposé d'utiliser le terme ludicisation. Enfin, on est plusieurs à le proposer parce qu'il a beaucoup plus de sens du point de vue de la construction. Je reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure sur justement ce que ça signifie, ludicisation. Alors cette ludicisation, c'est-à-dire, en fait, en première approche, c'est juste de prendre une situation et puis de la transformer en jeu, de lui donner un autre sens, donner la possibilité à quelqu'un de devenir joueur dans la situation. En fait, c'est ça qui est proposé. Du coup, on peut se dire que c'est une façon de faire qu'on pourrait utiliser dans la classe. C'est pas exactement nouveau, ça fait longtemps qu'on met du jeu dans les classes, mais la ludicisation, à mon avis, elle est née en particulier avec un jeu qui s'appelle Classcraft. Alors l'histoire de Classcraft, en fait, c'est créé par... Est-ce qu'on peut lancer la vidéo La vidéo de Classcraft. Oui, la vidéo, il y a une vidéo. Non, on ne l'a pas. Une vidéo introduite, peut-être que quand je l'ai pas ici, c'est bon. Sans son. Alors là, la personne que vous voyez, l'enseignant de physique que vous voyez, c'est Sean Young, qui est un enseignant de physique au Québec et qui enseigne au secondaire, qui correspondrait à peu près au gymnase pour nous. Et Sean était mon assistant il y a quelques années, en 2010-2011, et il a eu l'idée de créer un jeu qui s'appelle Classcraft, et c'est un jeu de gestion de classe. Alors ce jeu de gestion de classe, c'est Guillaume qui va vous présenter. Bon. Alors, justement, ce jeu, dans ses grandes lignes, c'est un jeu de gestion de classe au début. Vous verrez que petit à petit, le jeu est en train de devenir une plateforme de e-learning. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Le but, c'est... Alors, l'enseignant doit inscrire sa classe sur la plateforme, il inscrit ses élèves, et ces élèves, il va former des groupes, des équipes par élève, et puis chaque élève va gérer son avatar. Et ça permet à l'enseignant de donner des points, des bons points comme des mauvais points. Vous verrez, il y a toute une mécanique de jeu là derrière, pour, par exemple, en fonction du respect des règles de vie dans la classe. Alors là, on est vraiment purement au niveau de la gestion de classe.
L'objectif, on l'a dit, c'est de transformer le véhicule du jeu, enfin, transformer le véhicule de la classe et de faire que la classe devienne ludique, tout en valorisant l'entraide et la collaboration. Alors là, c'est les grandes lignes. Il y a même une porte d'entrée qui a été créée pour les parents, puisqu'ils peuvent aller sur la plateforme et suivre la progression de leur enfant et communiquer avec l'enseignant. C'est pour ça que le jeu a une dérive après vraiment globale au niveau de la classe. C'est pas une dérive, c'est une volonté après d'inclure des éléments pédagogiques comme une plateforme Moodle. Ça, alors vous avez vu quelques images, vous avez vu le côté ludique, Classcraft c'est inspiré de World of Warcraft. On gère un avatar, mais on ne se balade pas dans un monde virtuel comme dans le jeu mentionné. Il n'y a pas de monde à explorer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce jeu-là, on passe des heures à voyager, rencontrer du monde, se combattre. Ça, il n'y a pas. Par contre, il y a la possibilité d'avoir son avatar et pour l'élève de customiser en gagnant des points. J'y reviendrai tout à l'heure, d'ailleurs, la mécanique du jeu est assez complexe, mais on va rapidement glisser sur le jeu pour aller voir en ligne ce que c'est. Alors, bon, il est prévu ce jeu pour durer sur une année complète. Donc on commence au début de l'année, on finit à la fin, on a fait un tour de jeu. Mais comme il est entièrement paramétrable, dans les règles qu'on donne à l'intérieur de ce jeu, eh bien, on peut le faire d'année en année avec les mêmes élèves, puisqu'on peut changer complètement la manière de jouer. J'y reviendrai. À noter qu'il y a une charte qui est fournie, alors là c'est un peu plus technique, il y a une charte qui est fournie, c'est le pack des héros. En début d'année, les élèves doivent signer, c'est aussi une information pour les parents. Il n'y a pas d'adresse email des élèves qui sont données, les comptes sont créés sur la plateforme, et puis l'enseignant transmet un login et un mot de passe à ses élèves. On sait que typiquement, ça rentre par rapport au règlement qu'il y a dans le canton de Fribourg, je pense que c'est la même chose dans le canton, il y aurait pu avoir des difficultés par rapport à la gestion d'adresse email, login, etc. Il n'y a pas de publicité sur Classcraft. Il y a un modèle économique assez simple, c'est qu'il y a une version gratuite, sans publicité, et puis il y a une version payante où on débloque justement tout ce qui est du contenu, des ressources pédagogiques qu'on peut y mettre. La version Moodle de Classcraft, on va dire, où il y a la gestion du contenu en ligne, des discussions en ligne, la remise de devoirs, toutes les fonctionnalités qu'il y a dans Moodle et puis elles sont dans Classcraft, ben ça c'est payant, ça coûte $8 par mois. Il y a aussi plus de fonctionnalités au niveau des personnages et la possibilité pour les élèves d'avoir un animal de compagnie sur la plateforme. Mais je vais vous montrer tout ça tout de suite. Au niveau de la confidentialité, aucune donnée n'est donnée à l'extérieur. Il y a simplement, dans les conditions générales, la possibilité pour Classcraft de donner les données anonymement pour de la recherche, soit universitaire, soit pour l'amélioration du jeu. Donc, voilà. Mais ils n'exploitent pas, ils ne vendent pas les données du jeu. Alors, je vais passer sur quelques éléments de la mécanique du jeu, puis après, je vais vous montrer comment ça fonctionne au niveau de l'enseignement. Tout d'abord, Classcraft, chacun son rôle. Vous avez vu, il y a 3 personnages, enfin il y a 3 rôles, et il n'y en a pas d'autres. Hormis l'enseignant qui est le maître du jeu, on ne le voit pas l'enseignant, mais c'est lui qui dirige un peu tout le mouvement sur la plateforme. Alors il y a guérisseur, guerrier et mage. En fait, quand l'enseignant va entrer ses élèves dans la plateforme, il va choisir pour ses élèves ces 3 catégories. Après, le bouclier, tout ça, c'est les élèves qui vont pouvoir choisir. Donc le guérisseur, par exemple, chacun a un rôle très précis et qui va déclencher des pouvoirs et des actions précises. Le guérisseur, par exemple, il y a des points de vie, il en a moins que le guerrier, mais par contre, il peut soigner les joueurs de son équipe. Par chance, ça va de sens avec son. Il y a le guerrier qui peut protéger les autres. Alors pour l'instant, c'est très vague, mais il a un peu plus de points de vie, puisqu'il va au combat. Et puis finalement, on a le mage qui a le moins de points de vie, mais qui lui a des pouvoirs beaucoup plus puissants. Alors je ne vais pas trop dans les détails, pour peut-être vous montrer comment ça fonctionne. Chaque rôle a des pouvoirs spécifiques, donc, et puis a des points, qui peut obtenir des points spécifiques. Alors ça, c'est l'interface utilisateur. Vous voyez que vous avez ici, alors voilà, ici c'est Vignette Berger, c'est des noms québécois, hein, vous voyez qu'ici on a toute une liste de noms québécois. Très connue ici. Alors Vignette Berger, elle est un mage, elle fait partie
de l'équipe Les Humains Sublimes, hein, où il y a Camille, Armand, Eugène et Vignette, donc elle-même. Ça, c'est son avatar, et on voit qu'elle est au niveau 4, elle est un mage, et puis qu'elle a 6 pouvoirs-là, actuellement. Donc, transfert de mana, téléportation, invisibilité. Donc là, on me dit, on est en train de s'éloigner un peu de la pédagogie, mais on va y revenir tout de suite. Parce qu'en fait, ici, vous avez les points. Et puis, vous avez des points de vie, des points d'action, des points d'expérience et des pièces d'or. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, les points de vie, c'est justement ceux qui peuvent être perdus quand il y a une mauvaise action qui est faite dans la classe, ou qu'il y a un pouvoir qui n'a pas été rendu à temps, etc. Ou qu'il y a une mauvaise note. Après, toutes ces règles que je viens de dire, c'est l'enseignant qui va pouvoir les définir. Donc, d'une classe à l'autre, ce ne sera pas les mêmes règles d'une classe à l'autre, ou d'un enseignant à l'autre. Les points d'action, c'est ce qui permet justement, en ayant une certaine quantité, tous les jours à minuit, ils reçoivent des points d'action. Et puis ils les accumulent, et après c'est ce qui va leur permettre d'utiliser des pouvoirs. Et après on va voir ce que ces pouvoirs vont pouvoir faire. Les points d'expérience, c'est des points qui sont donnés par l'enseignant quand il y a de la bonne participation, quand ils ont réussi quelque chose, etc. Et ces points d'expérience permettent de changer de niveau. Alors là aussi, de niveau. Là aussi, c'est l'enseignant qui va définir. S'il a une classe qui est très forte, il va mettre l'expérience très haut. Et puis s'il a une classe qui est moyenne, il va dire 800 points d'expérience, hop, on change de niveau, l'élève change de niveau. Et finalement, les pièces d'or, c'est les seuls points que les parents peuvent donner. Parce que les parents, je te l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent se connecter à la plateforme, ils peuvent voir la progression, ça fait le carnet de suivi. Ils peuvent voir aussi que ce matin, ils n'étaient pas à l'heure ou ils ont chahuté. Et ils peuvent donner les pièces d'or pour récompenser. Ces pièces d'or, c'est pour acheter un nouveau bouclier, des croquettes pour l'animal de compagnie. Enfin voilà, on est après dans ce côté très ludique. Les types d'actions, c'est là que ça devient intéressant, c'est que, on l'a dit, les points de vie, on peut les perdre. Et ça veut dire qu'on est tombé au combat. Et normalement, tomber au combat, on ne devrait pas. Et là, si un des camarades dans mon équipe tombe au combat, tout le monde perd 10 points de vie. Sauf si, et là c'est là où on essaye de pousser la collaboration au niveau de la classe, sauf si le guérisseur ou le guerrier entraide et utilise ses propres points pour aller aider son collègue. Et cette fonctionnalité-là, c'est un des types d'actions qu'on peut faire. Là, je vais donner la trame exactement de ce qu'on peut faire dans ce niveau. Donc, résultat, disons que Vignette Berger elle tombe au combat, on va avoir, soit il n'y a personne qui bouge, et puis on va dire que c'est une équipe qui n'est pas collaborative et qui ne va pas le sauver, tout le monde va faire moins 10. Par contre, si Armand, qui doit être un guérisseur, va faire un transfert de mana, donc donner de ses points, résultat, il va être récompensé, lui, parce qu'il a fait quelque chose de collaboratif, etc. Alors au départ, on est dans la mécanique du jeu, mais ça se traduit en classe. Parce que pour que quelqu'un n'ait pas des mauvaises notes, il faut s'entraider. Et le but, c'est que cette entraide virtuelle va se développer dans la classe au niveau de la collaboration entre les élèves. C'est le but de la plateforme. Vous me dites si je ne suis pas clair. Parce que voilà, il y a beaucoup d'éléments. Alors, maintenant, je vais aller sur la plateforme. Alors, il y a plusieurs vues. Alors, il faut que je trouve comme ça. La classe des notes, c'est tout ça. Voilà, alors on retrouve notre Berger, c'est exactement la vue de tout à l'heure. Alors, ça, c'est au niveau de la gestion des élèves. Et puis la gestion des élèves, voilà, je peux voir les élèves les uns derrière les autres, je peux les voir par équipe, alors vous voyez les humains sublimes, puis je peux voir dans quel niveau ils sont, où ils en sont dans leur point de vie, où ils en sont dans leur expérience. Leur expérience, c'est justement leur progression, la progression par rapport à leur vie d'élève. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si je veux ajouter ici des points, alors, je vais aller sur Vignette, j'aimerais lui ajouter des points. Voilà, vous voyez. Et là, en fait, on va pouvoir customiser comme on veut, ce qu'on veut apporter à l'élève. Donc là, c'est des trucs standards, répondre correctement à une question de classe, aider un camarade dans son travail, être positif en travaillant dans la classe. Là, le but, c'est vraiment de valoriser et de mettre en avant. Donc après, on peut vraiment prédéfinir un tas de choses qu'on veut valoriser dans sa classe.
Et puis, de la même manière, on va pouvoir définir des moins. Ben voilà, le bruit, par exemple, moins 10, être impoli avec les camarades, arriver en retard, être négatif en classe, etc. etc. On est sur le tableau des bons points 2.0. Alors, jusque-là, on peut se dire, bon, ben voilà, c'est un gestionnaire de classe. Et il y a des fonctionnalités en plus, et c'est des outils de classe, des outils qui sont là, qui sont faits pour dynamiser la classe, dynamiser l'enseignement. Et vous avez un outil qui est assez superbe, c'est la roue du destin. Alors la roue du destin, c'est commencer la semaine, ou commencer la journée, voire en cours, avec une action, enfin un événement qu'on a prédéfini. Et cet événement peut, comme dans un jeu de hasard, peut bouleverser totalement la journée. J'ai dit au début, ici, il y a un pacte, une charte, en disant c'est le pacte des héros, je me conforme à tout ce qui se passe dans la classe, et puis le jeu fait foi. Résultat, ben, typiquement, ça peut être un événement négatif pour l'ensemble de la classe ou positif, il y a les deux, hein, ça dépend de comment on l'a configuré, pour une équipe, pour un personnage et même pour l'enseignant. Donc, c'est le hasard qui va déterminer et ça va lancer la journée. Alors, si je vais maintenant sur la roue du destin, je peux choisir au hasard soit un joueur, soit une équipe. Alors là, je vais dire, je veux une équipe, voilà. Les humains sublimes. Et puis, ça va déclencher. Alors bon, je ne l'ai pas préconfiguré, mais ça devrait déclencher quelque chose pour les humains sublimes, par exemple. Donc ça, c'est la roue du destin, c'est un peu le hasard en début de journée. Après, vous avez des événements aléatoires. Donc là aussi, hein, c'est typiquement, ben voilà, il y a des... Est-ce qu'il y a des choses qui ont été préconfigurées? Alors, si je vais... Voilà, je vais voir l'événement. Alors, une bénédiction. Voilà, tout le monde a gagné 100 points d'expérience aujourd'hui. Ça, voilà. Mais ça peut être une malédiction. Donc, c'est une manière de dynamiser le coup. La bataille des boss, ça, c'est justement des quiz. Donc, on va créer son quiz. On va créer complètement son quiz et puis on va pouvoir l'afficher au TBI avec une animation, etc. Puis on va monter les points et les scores de ces différentes équipes. On a après des comptes à rebours, tout simplement. Ben voilà, vous avez 5 minutes pour effectuer un exercice, on a un compte à rebours, on peut le mettre à l'écran. Après, c'est des petites choses, hein, il n'y a pas des choses révolutionnaires. Vous avez la course en forêt, c'est un chronomètre, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Et puis, vous avez surtout le contenu de classe interactif. Et là, typiquement, ben, c'est pour monter à l'intérieur du système des ressources en disant, ben voilà, vous devez aller lire telle ressource montée, écrire un petit texte, rendre un devoir, tout se fait à travers la plateforme. Et là, on dévie sur du style Moodle. Et puis finalement, il y a toute la messagerie. Donc on peut discuter avec ses élèves, leur donner des feedbacks, des retours. La plateforme permet aussi d'avoir des rapports d'élèves par rapport à leur augmentation de points d'expérience, etc. sur le fil de l'année. Alors là, malheureusement, c'est un peu limité à ce niveau-là. Et puis, vous avez un retour sur le fil d'action, tout ce qui se passe sur la plateforme. Alors moi, je vous ai montré de manière très vaste tous les éléments. Il faut bien sûr aller regarder de plus près, essayer, tester. Parce que entre chaque 3 semaines, grosso modo, en moyenne, il y a des nouveautés. Ils sont très réactifs, très prolifiques par rapport à la plateforme. Et puis, ils sont très demandeurs de feedback, de retour, parce qu'ils essaient d'intégrer plein d'outils pour les enseignants, pour dynamiser la classe. Okay, on va peut-être reprendre la suite de la présentation et puis ensuite on passera à des questions qui seront soit sur le fonctionnement du jeu, soit sur l'idée qu'il y a derrière cette idée de transformer la classe. Bon alors oui, dire que c'est un succès, effectivement, c'est parmi les rares ressources pédagogiques numériques qui ont atteint un tel niveau de diffusion, puisqu'on en est à 75 pays, il y a eu plus d'1 million de joueurs qui avaient joué il y a 1 an, donc le jeu s'est vraiment diffusé énormément, il a rencontré son public, ce qui montre qu'il y a des choses qui ont été faites bien dans ce jeu. Mais je voudrais essayer de réfléchir sur
la question vous amenez à commencer à réfléchir sur la question de la ludicisation, donc cette transformation de la gestion de classe en jeu et la transformation de la classe en jeu en général, à travers ce concept. Donc, et on peut le faire à partir de 3 éléments qui me semblent importants à prendre en compte pour penser ce qui se passe dans cette histoire de jeu. L'un, c'est la question de la métaphore. Le deuxième, c'est la question de l'autonomie. Le troisième, c'est la question de la réflexivité. C'est les 3 éléments qui me semblent les 3 éléments clés d'un travail de ludicisation, qu'on retrouve en tout cas dans d'autres contextes. Alors, métaphore d'abord. Alors, vous avez vu dans le jeu, il y a un univers qui est homogène. Hein. Il y a vraiment un univers. Alors, l'univers est inspiré. Hein, il n'a pas été complètement créé ex nihilo dans la mesure où il s'inspire d'un jeu existant qui est World of Warcraft. Mais quand on rentre dans ce jeu, il y a vraiment un univers. Et cet univers, il va avoir comme conséquence de changer complètement la signification de ce qui se passe à l'intérieur de la classe. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train d'aider son copain de classe, mais on est en train, par exemple, de sauver le mage de son équipe. On n'est plus en train d'arriver en retard et de perdre du crédit auprès de l'enseignant, mais on est en train d'arriver en retard et ça a des impacts sur ses points de vie ou sur les pouvoirs qu'on aura ensuite à l'intérieur du jeu. Donc ce que va faire la métaphore ici, et c'est ce que font les jeux en général, hein, c'est qu'ils vont donner à la situation un autre sens que la situation qu'elle a d'un point de vue original. C'est un peu ce qui se passe hein, dans le jeu, par exemple, un jeu que vous connaissez, vous pourrez prendre Flight Simulator. Dans Flight Simulator, il y a le réel, hein, lorsque le pilote est dans l'avion, ben ça c'est bien le réel, et puis il y a des conséquences négatives si on fait des bêtises en tant que pilote. Il peut y avoir le niveau de la simulation à l'intérieur du simulateur de vol pour apprendre à piloter un avion. Et puis il y a le niveau du jeu, c'est quand on joue à Flight Simulator et on voit que par exemple, ça serait complètement idiot de cracher son avion dans le réel, ça serait complètement idiot de le cracher avec le simulateur parce qu'on prendrait son brevet de pilote, et ça serait rigolo de le cracher dans Flight Simulator pour voir ce que ça fait que d'avoir un Airbus qui atterrit sur une piste et s'écrase. Et c'est vraiment la métaphore qui va au départ être un élément puissant et qui va faire que derrière la situation sera vécue ou pas comme ludique. Il y a des bons jeux ou des mauvais jeux, il y a des jeux qui sont adaptés à certains publics et des jeux qui ne seront pas adaptés à certains publics, mais c'est vraiment en lien avec cette métaphore. Le deuxième élément qui a été travaillé, me semble-t-il, si on fait une analyse dans le jeu, c'est la question de l'autonomie. Alors l'autonomie, moi j'utilise le mot autonomie au sens didactique, au sens que lui donne la didactique, c'est-à-dire qu'il y a 2 éléments d'un point de vue de l'autonomie. Le premier élément, c'est qu'il y a la liberté. Hein. Dans le jeu, dans Classcraft, on a le droit de faire des choses qui vont à la rencontre, par exemple, des règles du jeu, et si on le fait, ben on va perdre des points. Et ça va avoir des conséquences négatives, et en tout cas, on va se rendre compte qu'on a perdu des points. Donc il y a cette liberté, mais il y a également la possibilité d'exercer cette liberté, parce que chaque stratégie qu'on met en place, chaque élément qu'on décide, chaque action qu'on décide, eh bien, elle va être, cette action, récompensée ou au contraire pénalisée. Et donc, on sait si cette stratégie, elle est pertinente par rapport aux objectifs du jeu. Et le troisième élément qui est en lien d'ailleurs avec cette question d'autonomie, c'est la question de la réflexivité, c'est-à-dire qu'on finalement on peut modéliser les choses de cette manière, hein, c'est comme ça qu'en tout cas les didacticiens le modélisent. On a un élève dont on voudrait qu'il devienne joueur, on a un milieu qui en fait est un jeu, et puis cet élève il va agir sur ce milieu, il va agir sur ce jeu, il va prendre des décisions, et puis en fonction de ces décisions, il va avoir des retours, des rétroactions qui vont lui dire bien joué, mal joué, ça a des conséquences positives ou ça a des conséquences négatives. Si j'arrive en retard, eh ben, je m'aperçois que le jeu va m'amener à perdre des points. C'est plus l'enseignant simplement qui me réprimande, mais c'est le jeu qui va m'amener à perdre des points. Et si je continue comme ça, ben, je vais m'en trouver en situation difficile en tant que joueur. Alors ce qui est intéressant dans cette modélisation aussi, c'est qu'elle montre que l'erreur a un statut un petit peu différent par rapport à la situation antérieure. C'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs, et les erreurs, d'une certaine manière, sont des erreurs qui, dans le jeu, peuvent m'amener à mourir,
Mais quand on meurt dans un jeu, on peut renaître. Hein. Donc on a souvent des équipes qui sont observées, dont on voit que les joueurs sont morts à l'intérieur du jeu, mais après, ils reviennent dans le jeu, parce qu'on est dans une situation de jeu, justement, et pas dans la vie réelle. Voilà, l'enseignant, il est là parce que lui, il supervise la situation et il met la situation en place. Alors, quand on analyse du point de vue de cette question du jeu et de l'apprentissage, on peut l'analyser aussi en prenant d'anciens cadres qui ont été créés, qui sont des cadres qui disaient notre problème, c'est de mobiliser l'attention. Alors, ces cadres ont été inventés non pas pour des questions éducatives au départ, mais pour des questions plutôt de publicité, de publicitaires ou de gens qui voulaient faire en sorte que des individus soient collés sur leur écran et soient, par exemple sur l'écran de smartphone, et en échappent le moins possible. Alors c'est assez bien connu, c'est assez bien documenté, ça a été bien résumé récemment dans un bouquin d'Yves Citon, mais il y a 4 éléments à prendre en compte, hein, et les enseignants pourraient aussi s'en inspirer. Comment on fait pour capter l'attention d'un individu? D'abord, on le fidélise. C'est par exemple Facebook. Chaque fois qu'un étudiant en cours ouvre son ordinateur, c'est souvent la page Facebook qui est affichée en premier. C'est une fidélisation par rapport à Facebook. Il y a l'alerte, hein, c'est les alertes dans les smartphones avec régulièrement les notifications qui vous sont envoyées. Et donc ça va mobiliser votre attention. Et il y a l'immersion. L'immersion, ça, c'est le jeu qui le permet, avec par exemple des feedbacks réguliers. Quand on fait quelque chose, on a tout de suite un retour. Et puis la projection, c'est la projection dans un univers. Et ces éléments, on les retrouve dans Classcraft, la fidélisation, le jeu dure toute l'année. On a des alertes régulières qui arrivent pour les étudiants. Et puis on a ces éléments d'immersion et de projection dans un univers qui va effectivement amener à capter l'attention des élèves. Mais là où Classcraft va beaucoup plus loin, c'est que dans ce modèle théorique d'analyse de régime de l'attention, ce qu'on regarde, c'est l'attention comme une ressource. C'est-à-dire qu'on fait comme si l'attention était une ressource et qu'on mettait en place des éléments pour la gérer. C'est ce que font c'est comme ça que procèdent actuellement les gens qui conçoivent des interfaces web ou des applications pour smartphone. Mais là où Classcraft va plus loin, c'est qu'il va, lui, non seulement considérer que l'attention c'est une ressource, mais considérer que le comportement des élèves est une ressource. C'est-à-dire qu'il va mettre en place un dispositif qui se traduit par des règles, qui se traduit par des récompenses, qui se traduit par des pénalisations, qui fait que finalement, on va essayer orienter le comportement des élèves. Alors ce comportement est orienté par les règles du jeu en particulier, qui sont paramétrables par l'enseignant, comme le disait Guillaume. Et donc les élèves vont avoir tendance finalement à admettre des règles qui parfois peuvent paraître d'ailleurs assez arbitraires à l'intérieur de la classe quand on regarde la manière dont la plateforme de jeu a été conçue. Alors, nous, ça nous amène, je vais aller très vite là-dessus, à mettre en place des travaux de recherche pour essayer d'analyser ceci et puis d'aller documenter ça. C'est le travail que fait Guillaume. Alors, bon, ici, c'est simplement la manière dont on travaille. En fait, on capte les traces de manière automatique dans le jeu. Alors, est-ce que j'ai le... On capte les traces et ça nous permet d'avoir une idée de ce qui s'est passé clairement dans la classe. C'est-à-dire qu'on observe des classes à distance en récupérant des traces de manière à savoir à quel moment sont utilisés les pouvoirs, comment, etc. Par exemple, ça nous permet d'analyser la manière dont les pouvoirs collaboratifs sont utilisés. Alors on voulait voir si le jeu qui prétend qu'il va permettre la collaboration, eh bien si au contraire il ne serait pas en train de faire l'inverse, puisque c'est un jeu qui est de susciter la compétition auprès des élèves. Donc on a regardé au cours du temps quels étaient les pouvoirs qui étaient utilisés. Je ne rentre pas dans les détails sur les résultats, mais en tout cas on voit que certaines classes très clairement n'utilisent pas les pouvoirs de collaboration. Ça pose un problème parce que le jeu perd son intérêt. Bon, pour la majorité des classes qu'on a étudiées, on a plutôt des pouvoirs collaboratifs qui sont utilisés. Voilà les traces telles qu'elles se présentent. Alors, ceux qui ont un tout petit peu de culture informatique
pourrait presque arriver à les lire. Hein, mais là, par exemple, ce qu'on peut lire quand on a l'habitude de regarder ce code informatique, c'est qu'on a un élève qui est arrivé, alors, bien sûr les traces sont anonymes, il a perdu 10 points, un matin il était 8h, oui c'est ça, 8h34, c'était le 18 janvier 2016, et il a perdu des points, pourquoi? Parce qu'il est arrivé, ah oui, il avait oublié son matériel. Voilà. Donc on sait des choses assez précises en fait sur des classes qu'on n'a pas observées. Et on est en train de mettre des travaux actuellement en place pour aller observer ce qui se passe réellement dans les classes. Alors vous vous rendez compte que là, il y a quand même des questions qui subsistent. Parce que quand on procède de cette manière-là, pour, je dirais d'une certaine manière, manipuler les élèves dans la classe, parce que c'est ça dont il est question ici, et ben on sort un peu d'un cadre éducateur, de notre cadre éducateur, puisque un éducateur, il est là pour normalement émanciper ces élèves et pas les manipuler. Donc on introduit dans notre réflexion de recherche la question de la manipulation versus l'émancipation. Et comment on fait pour que, quand qu'on met du jeu dans une classe, on reste dans notre rôle d'éducateur. Donc il y a des questions éthiques en fait, qui se posent. Et puis il y a une autre question qui est importante, c'est la question du transfert. Est-ce que des élèves qui ont joué à Classcraft dans une classe, une fois qu'ils ont joué et qui vont quitter le système Classcraft, ben finalement auront transféré ces comportements de classe qui sont attendus d'eux dans d'autres contextes qui sont des contextes où on ne va pas utiliser Classcraft. Voilà. On va ouvrir peut-être la discussion. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être d'organiser la discussion selon deux temps. Un temps qui serait plus la compréhension peut-être autour du fonctionnement du jeu, et puis voir quels sont les éléments du jeu, puis peut-être après des questions qui seraient plus sur la pertinence d'utiliser ou pas de tels outils dans un contexte éducatif. Ça vous convient comme ça? Ouais. Alors, pour toi, c'est une question tout à fait concrète, la granularité temporelle des interventions de l'enseignant. Comment il s'y prend pour donner des points, pour enlever des points? Est-ce que c'est à la fin d'une journée? Est-ce que c'est à la fin d'une leçon? C'est tout le temps, il regarde celui-là, etc. Comment est-ce que ça se gère? Je peux peut-être proposer à Sophie de répondre à son expérience à elle, comment ça a été fait concrètement, et puis après je répondrai peut-être pour d'autres exemples qu'on a pu connaître. Il y a différents, chez chaque enseignant, on peut utiliser le jeu à sa manière, mais disons que c'est bien de commencer, c'est comme un rituel d'entrée dans la classe, c'est ce que je faisais, et je lançais l'événement du jour, comme ça après on pouvait commencer la leçon, et sinon c'est vrai qu'il faut toujours, je devais toujours me promener avec ma tablette, prête à mettre les points. À un moment, il faut définir, on pourrait par exemple au début de la leçon dire on a des travaux de groupe aujourd'hui, il y a tant de points qui sont au jeu et à ce moment-là on peut jouer avec. Il faudrait presque définir, mettre ça dans la consigne ou bien mettre. Question subséquente, c'est est-ce que l'enseignant ne passe pas à côté de choses qui se passeraient et puis l'élève dit il devrait avoir 10 points de moins et puis il n'a pas 10 points de moins. Juste peut-être le contexte, donner quelle classe, Moi c'était au secondaire, dans une classe de français langue étrangère, et puis c'est vrai que c'est une classe à très faible niveau en français, et le but c'était qu'ils parlent que français dans le français, et chaque fois qu'ils parlent en français ils gagnent des points, chaque fois qu'ils parlent en portugais ou en allemand ou en tout ce qu'ils voulaient d'autre, ils perdent des points. C'est vrai qu'à ce moment-là, comme repère, c'était déjà le premier. L'élément qu'on voulait mettre en avant pour le cours, et je l'ai utilisé à travers le jeu. Après, comme ça a été dit, ça dépend de l'enseignant. Il y a des enseignants clairement qui ont fait des jetons. Et ça a été repris. Alors c'est des jetons en papier, carton. Et puis la journée, ils distribuent les jetons, ils les posent sur les tables en fonction de ce qui a été dit. Ils sont revenus en fin de journée, les élèves viennent avec les jetons et ils rentrent dans la plateforme. Ou alors, voilà, ils rentrent dans la plateforme. C'est une idée qui a été reprise et puis qui maintenant les jetons sont en vente sur le shop de Classcraft. Donc il faut croire que ça a donné envie en tout cas à d'autres de le faire
et puis en tout cas à la plateforme de vente, mais après c'est laissé au bon vouloir de l'enseignant. C'est pas très contraignant, c'est-à-dire que c'est l'enseignant qui va se mettre la contrainte. Si la plateforme il veut l'utiliser sur 2-3 jours sans y rentrer les points, c'est noté sur une feuille et puis arriver le soir chez lui. En tout cas, la question est très pertinente. La question, c'est l'animation du jeu, hein, et la manière dont on le gère. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas sous-estimé du point de vue de la difficulté, hein, parce que ça change la manière dont on fonctionne dans la classe. Il va falloir mobiliser un certain temps, qui va être un temps dévolu à la gestion du jeu. Et c'est vrai que ce qu'ont fait les enseignants, c'est de trouver des artifices pour justement pas se trouver trop dans cette situation où on a toujours une petite tablette qui distribue les points qui visiblement devaient les gêner. Apparemment certains ça les gêne pas. On en a vu pour lesquels ça pose aucune difficulté, mais donc il y a des histoires de jetons qui ont été inventées par des enseignants et qui ont été reprises effectivement par les concepteurs du jeu. D'une manière générale, je dirais que la question du rôle de l'enseignant dans le jeu est une question au-delà même simplement de sa gestion. Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'enseignant? Comment ça me bouffe une certaine partie de mon temps à l'intérieur du jeu. Et une réflexion aussi, une observation à amener sur le terrain, c'est de se dire, si c'est toujours moi qui dois donner les points ou les enlever, est-ce que d'une manière ça me bouffe du temps, et d'une autre manière, est-ce que ça n'aurait pas un risque de me mettre dans un modèle pédagogique dans lequel je suis le centre du jeu? Bien sûr. Et en voyant ça, je me disais, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce qu'on peut imaginer dans le jeu tel qu'il est conçu, que quelqu'un d'autre que moi puisse donner des points? Si je me mets moi comme enseignant, moi je me suis inscrit comme enseignant sur la plateforme, est-ce qu'on pourrait imaginer une gestion où tout d'un coup il y a un conseil de coopération où ensemble les élèves décident des points qu'on va donner, et pas des points qu'on va retirer, parce qu'on sait ce que ça donne quand ça devient un mini-tribunal, mais les points qu'on va donner ensemble en se disant ok, aujourd'hui tu as vachement bien collaboré, on t'accorde 50 points en plus, félicitations. Ouais. Mais t'es content. Tu as complètement raison, et c'est vraiment important cette remarque, parce que dans tous les jeux, il y a une idéologie cachée. Hein. Par exemple, quand il y a des gens qui utilisent SimCity, c'est super comme pour enseigner la gestion d'une ville, mais derrière SimCity, il y a aussi une idéologie, c'est que la personne qui décide si on met une centrale nucléaire au milieu du lotissement, c'est pas un conseil démocratique, c'est le joueur. Et donc, il y a une idéologie sur la manière dont est gérée une ville. Et là, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que l'idéologie, c'est un enseignant qui distribue les bons et les mauvais points à des élèves qui sont finalement en situation passive. Alors, ce qui serait intéressant de voir, c'est si des enseignants sortent de ce modèle, enfin, déjà s'ils en ont conscience, hein, peut-être déjà est-ce qu'ils en ont conscience, parce que finalement, quand on rentre dans un jeu, on accepte l'idéologie sans forcément l'identifier. Hein, on accepte de jouer. C'est peut-être pas gênant dans un cadre personnel, c'est peut-être pas gênant dans un cadre habituel, mais dans le cadre de l'école, là, ça peut poser effectivement des questions, et ça vaut le coup effectivement d'aller voir comment l'enseignant se positionne par rapport à ça. Et puis il y a certainement effectivement, comme tu le signalais, des solutions alternatives. Donner le pouvoir aux élèves de distribuer des points au sein des équipes, etc. Et ça, c'est une fonction qui existe dans le jeu? Alors, non, je crois pas. Je crois que Après, c'est l'enseignant qui peut dire, par exemple, faites un travail de groupe aujourd'hui, on vous donne 100 points, et puis à la fin, ils doivent eux-mêmes répartir les points en fait, dans le groupe. Il y a 100 points disponibles pour les 4 personnes du groupe, les 3 personnes du groupe, et ils pourraient décider combien de points ils donnent à chacun, voir s'ils donnent 25, 25, 25, s'ils sont 4, ou bien comment est-ce qu'ils répartissent les points. Il y a moyen, mais il faut faire un petit peu plus, parce qu'il n'y a pas dans le jeu. je vois qu'on était parti sur discuter les questions du jeu, mais on développe sur des questions. Mais c'est pas grave, c'est important, je pense, de le faire. Des questions pratiques qui posent des questions plus didactiques ou pédagogiques. Derrière l'idéologie, en fait, moi je me demande c'est quel modèle de gestion de classe en fait qui pose le jeu, qui fonde le jeu. D'après ce que j'ai compris, l'objectif c'est surtout de développer la collaboration avec les élèves. Donc il y a cette valeur-là. Par rapport au modèle théorique existant, sur quoi ça repose? Oui. Alors en fait, le jeu en lui-même n'a pas été conçu dans le cadre d'un travail de recherche. Donc la personne qui l'a conçu, c'était l'enseignant, qui d'abord a démarré avec un fichier Excel. Il avait juste un fichier Excel et il distribuait des points sur ce fichier Excel. Il s'est aperçu que ça prenait un peu dans la classe
et que les élèves étaient accrochés. Donc là, il a commencé à créer une application sur tablette qui l'aidait, je pense, lui, à gérer un petit peu les choses. Ensuite, il a contacté un graphiste, etc. Donc le modèle qu'il y a derrière, c'est au départ le modèle de l'enseignant tel qu'il gérait sa classe au Québec. Voilà. Alors après, je pense qu'il ne faut quand même pas sous-estimer le succès du jeu. Et je me dis, si le jeu a un certain succès, c'est que soit il y a un modèle de gestion de classe qui convient à beaucoup d'enseignants, soit, et je pense que c'est la deuxième réponse qu'il a, c'est que le modèle, d'une certaine manière, il est paramétrable. Il y a des éléments qui sont paramétrables. Alors il y a des éléments qui le sont plus ou moins. Par exemple, cette histoire de point et de bon point, à mon avis, c'est difficilement paramétrable. Mais par exemple, toutes les raisons pour lesquelles on a des bons et des mauvais points sont décidées par l'enseignant. Alors, par exemple, dans une classe qui était dans le nord de Lyon, il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables dans l'établissement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'enseignante qui a utilisé le jeu a d'abord travaillé avec les élèves sur quelles sont les règles qu'on va mettre dans le jeu. Donc une espèce de discussion du contrat pédagogique qu'il y avait. Donc ils ont vraiment travaillé. Et je pourrais vous renvoyer d'ailleurs, ils ont fait un site sur lequel on voit les vidéos des élèves qui donnent leur retour sur le jeu, qui expliquent un petit peu les choses. Et puis ce qu'ils ont fait également, c'est qu'une fois qu'ils ont décidé ce modèle, ils sont allés soumettre au chef d'établissement, qui lui est quand même en France le chef suprême, qui va décider de ce qui est licite ou pas licite dans l'établissement par rapport en particulier au règlement intérieur. Il y a même des choses qui avaient été voulues par les élèves qui avaient été supprimées. Alors ça ne répond pas tout à fait à ta question parce qu'en fait non, il n'y a pas de modèle, il n'y a personne qui a regardé ce jeu en disant voilà les modèles de gestion de classe. Pour l'instant, le travail théorique qui est fait, si tu veux, c'est de regarder les aspects jeu, c'est-à-dire comment la dimension jeu va-t-elle avoir une influence. Mais je pense que ça serait vraiment très intéressant, effectivement, d'aller regarder le modèle, voir dans quelle mesure il se rapproche, il sera ou pas de modèles théoriques de gestion de classe, et puis voir comment c'est paramétré. Parce que... Je peux juste rebondir là-dessus, je sens que tu as dit qu'il y avait 75 pays. Est-ce qu'il y a une étude qui montre que le jeu fonctionne mieux suivant le type de système scolaire ou suivant le type d'autorité, de gestion, des choses comme ça? Idéologie judéo-chrétienne. Ça me semble très américain en guillemets au départ, avec ses bonus, ses malus, ses trucs comme ça. Oui, tout à fait. Les pays du nord de l'Europe, par exemple, ça marche. Alors, moi, je n'ai pas fait de... Il y a, au niveau du point de vue de la recherche, nous sommes, à ma connaissance, les seuls qui récupérons les traces et qui pourront faire de la recherche sur des grands échantillons. Les seuls, on collabore en fait avec un laboratoire d'informatique qui nous donne des outils d'analyse et on collabore avec différents chercheurs. Et les questions qu'on a posées ne sont pas celles-là, parce que ce n'est pas nos thématiques de recherche. Ça vaudrait le coup de les poser. On a quand même quelques éléments de réponse. Déjà, le fait qu'ils soient diffusés dans des pays très différents. On joue au Bahreïn comme on joue à Fribourg, en gros, alors que les systèmes éducatifs sont pas les mêmes. Il me semble que le fait que ça soit paramétrable va faire en sorte que finalement, si on est judéo-chrétien ou pas, on va pouvoir effectivement, tu vois, arriver à rentrer peut-être ses valeurs à l'intérieur du jeu. Et peut-être avec des dérives, ça je ne garantis pas. On peut très bien imaginer que quelqu'un fasse un truc avec ça, avec plein de dérives, c'est avec des sanctions terribles, je ne sais pas, des pénalisants, etc. On peut faire aussi des très mauvaises choses avec le jeu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les enseignants peuvent se l'approprier. Et c'est peut-être ça la clé de son succès. Alors quand même, des petits résultats de recherche, j'ai un étudiant qui a travaillé là-dessus, et il a regardé des classes au Québec et en France, et il a trouvé une classe en France où il n'y avait pas du tout de collaboration à l'intérieur du jeu. Les élèves sont morts 9 fois, je crois, dans le jeu. Ils utilisaient pratiquement jamais les pouvoirs collaboratifs, alors qu'il y avait une classe québécoise, au contraire, ils étaient très très utilisés. Ça ne vaut pas comparaison, parce que c'était deux études de cas. Mais c'était assez drôle de voir l'utilisation très différente dans les deux classes. Donc on peut raisonnablement penser que sur les millions d'utilisateurs, on trouve plein de modèles pédagogiques différents. Je pense, oui. Je pense. Mais Pascal faisait référence au modèle théorique
Et c'est vrai que nous, là, ce jeu, on ne l'a pas conçu. Hein. C'est quelqu'un, c'est un enseignant qui l'a conçu, et maintenant, que je connaissais, et avec lequel on a collaboré après, mais au départ, par exemple, dans le labo, ici, quand on conçoit quelque chose, on réfléchit quels sont les modèles théoriques que l'on va mobiliser pour concevoir. Ils sont explicites, hein, et ensuite on conçoit, et puis après on fait l'analyse de leurs usages. Ici, on est plus parti sur l'intuition d'un enseignant qui était très joueur et qui avait des problèmes pédagogiques à résoudre. Et puis ensuite, nous, on essaye de voir derrière, a posteriori, hein, mais les questions qui sont posées là sont des questions extrêmement intéressantes. Je pense qu'il faut qu'on regarde, il faudrait regarder ça. Mais enfin, a priori, nous, on ne va pas le faire parce qu'on a d'autres chantiers. Enfin bon, on est ouvert à ces collaborations. C'est intéressant. Moi, je voudrais revenir en fait sur les paramétrages du jeu. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, il y a des paramètres qui sont mis en début d'année. Donc, je pense notamment du jeu où on a du point de malus et des bonus. Et au quotidien, l'enseignant devra paramétrer des événements aléatoires où ils sont déjà paramétrés avant et qui sont repris. C'est après, enfin, en fonction de l'enseignant. Sophie et Guillaume vont peut-être répondre là-dessus. Peut-être Sophie d'abord, comment elle fait concrètement et... Les événements, ils sont déjà, il y a déjà une liste de 50 ou 60 événements qui sont déjà faits dans le jeu de base. Quand on a enlevé ou modifié, ou bien, moi par exemple, j'ai modifié la phrase, c'était beaucoup trop compliqué, ils n'arrivaient pas à comprendre pour modifier des phrases. Tout ça, mais ils sont déjà créés. Et puis après, on peut modifier, ajouter à quel moment il faut avoir des points positifs, et puis mettre notre propre phrase. L'idéal, c'est préparer à l'avance une base, mais c'est vrai que on peut faire évoluer le jeu en fonction de l'année, en fonction du niveau. Il y en a qui, on le voit dans les logs, les traces de données, on voit qu'au début d'année, ils avaient mis 800 pour le changement du niveau, puis à un moment donné, ça va trop vite, alors ils ont mis 1500. Donc, nous, on voit aussi le changement, puis on arrive à voir un peu le comportement de la classe, des gros guillemets. Tout l'enjeu de ça, c'est de voir quelle est la réalité. Parce que nous, on analyse d'abord les traces, alors, on fait à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a analysé les traces, on a déduit plein de choses, mais maintenant, ce qu'on veut aller voir, c'est dans la classe, concrètement, comment ça se passe. Alors, je suis sur ta règle alors, très concrète, très pratique. Alors, j'ai une question sur les groupes. Est-ce qu'ils sont fixes, définis longtemps, ou est-ce qu'ils changent chaque fois? J'ai une autre question aussi pratique concernant les élèves. Est-ce qu'il faut prévoir du temps pendant la classe pour qu'ils aillent sur la plateforme, modifier leur avatar, acheter leur arme, etc. Est-ce qu'ils font ça à la maison? Auquel cas, moi, si mon gamin il arrive à la maison et qu'il passe 2 heures dessus, je vais peut-être pas lui dire écoute, t'as 1 heure d'écran par jour, tu vas pas faire. Enfin, comment ça se goupille? Peut-être pareil, Sophie qui pourrait dire concrètement comment ça se passe, et ensuite Guillaume qui pourrait peut-être dire des choses plus larges. Alors, au niveau des groupes, Guillaume il avait dit qu'il avait lui choisi les rôles des élèves. Moi, j'ai fait le contraire, j'ai présenté le jeu aux élèves, et je leur ai demandé de choisir quel personnage ils voulaient être. Ouais. Et après, ils ont été mis dans des groupes.